Nous allons nous intéresser maintenant, dans le cadre du danger des baignades, aux risques liés aux vagues. Donc les vagues posent des problèmes de sécurité, mais c'est aussi un formidable terrain de jeu pour les surfeurs, pour les baigneurs. Donc il ne faut pas envisager les vagues que d'une manière négative. Donc on a une échelle qui permet d'évaluer l'état de la mer, qui s'appelle l'échelle de Palmer, et qui est utilisée par les météorologues dans le bulletin, tout simplement. Donc quand le météorologue parle d'une mer agitée, il parle d'une mer avec des vagues de 1,25 m à 2,50 m. Et on est à l'indice 4 de l'échelle de Palmer. Il y a trois paramètres principaux pour les dimensions de vagues et l'état de la mer. La vitesse du vent, parce que c'est le vent qui va déplacer en surface, qui va tenter de déplacer les particules d'eau en surface. Le fetch, c'est la distance sur laquelle s'applique le vent. Donc c'est une distance qui, au plus elle est importante, au plus ça va générer des vagues importantes. Et le troisième paramètre, qui n'est pas dans ce graphique, qui est sous-entendu dans ce graphique, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain temps pour l'application de ce vent par rapport à la mer. Alors ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'une dépression, en fait, quand elle se promène sur l'Atlantique, par exemple, elle ne va pas appliquer un vent régulier et fort sur une très grande surface pendant très longtemps. Il va y avoir des variations de l'angle du vent qui vont générer des mers croisées, des mers hachées, mais heureusement, les vagues pourraient devenir énormes si ce n'était pas le cas. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'hémisphère sud, au niveau des 50e et des 60e, où il n'y a quasiment pas de continent qui arrête, et que on peut dire que les perturbations qui s'enchaînent et qui succèdent génèrent un vent qui est quasiment permanent à la surface de la mer, ce qui fait que la durée d'application du vent, donc de ce troisième paramètre, génère des houles très très importantes. Donc selon la vitesse du vent et la distance sur laquelle s'applique ce vent, eh bien on a différents états de la mer qui sont des terminologies reprises dans l'échelle de Palmer. On peut revenir momentanément sur l'échelle de Beaufort, qui est un outil fabriqué par les marins et pour rappel donne donc par rapport à des termes descriptifs d'état de la météo, là cette fois, et par rapport à des vitesses de vent, une description de l'état de la mer, hein, qui est un complément par rapport à l'échelle de Palmer. L'échelle de Beaufort donc permet aussi d'avoir des informations sur la houle. Elle est moins spécifiquement adaptée à ça. Sur l'échelle de Beaufort, on a aussi des observations terriennes, terrestres, qui permettent de voir un petit peu quelles sont les influences du vent observé sur la Terre. Les vagues donc atteignent au bout d'un certain temps, c'est-à-dire quand elles vont à peu près à la vitesse du vent, enfin leur déplacement apparent, parce que l'eau en fait se déplace assez peu, même très peu, eh bien elles vont atteindre ce qu'on appelle un état de maturité. Donc il faut plus de temps pour des grosses vagues pour atteindre une maturité que pour des petites vagues. Donc par un vent de force 3, 7 à 10 nœuds, l'état de maturité est atteint en moins d'une heure. Donc en fait les vagues vont... la vitesse de propagation de la houle est à peu près la même que celle du vent. Il faudra 8 heures par force 5 et 3 jours par force 10. Alors il est très rare d'avoir 3 jours de vent constant dans la même direction par force 10, heureusement, pour que les vagues atteignent ce même état. Alors le mouvement des particules d'eau, en fait, elles vont parcourir une ellipse, un cercle, et donc elles se déplaceront verticalement et horizontalement pour revenir à chaque vague à leur point de départ. Donc en fait, contrairement à l'idée reçue, l'eau ne se déplace pas avec les vagues. Ce n'est pas un courant de surface important. Il y a un léger courant de surface, mais il n'est pas généré directement par les vagues. Alors, que sous-entend-on par hauteur de la vague et longueur d'onde? La hauteur de la vague, c'est tout simplement la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc il faut savoir que quand la météo annonce une houle par exemple de 3 mètres, il est possible d'avoir des vagues qui sont 50% plus hautes, c'est-à-dire des vagues de 4,50 m de temps en temps, hein. Donc on peut s'attendre à des séries de vagues qui sont plus importantes. Alors au large, lorsqu'une vague se situe dans un rapport hauteur-longueur d'onde supérieur à 1/7, elle déferle. Alors ça, c'est les déferlantes au large, et ce qui fait qu'il y a du blanc qui est généré à la surface, donc de l'écume. Ça ne se produit qu'au-delà des forces 4, 5, 6 et plus. Lorsqu'une vague arrive sur un fond qui correspond à peu près à sa hauteur,
Alors là, c'est pas une science exacte, elle déferle. Une vague de 2 mètres va déferler à peu près sur un fond de 2 mètres de profondeur. Ça, c'est un bon outil pour savoir à peu près quelle est la profondeur à l'endroit où, au pic, à l'endroit où ça déferle. Donc la longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes, et la hauteur de la vague, ben, c'est la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut mesuré. Si on regarde sur internet les informations qui sont affichées par un site automatique qui affiche les fichiers GRIB, en fait, style WinGuru, on s'aperçoit qu'on a des informations sur la vitesse du vent, les rafales les plus importantes, la direction du vent, la hauteur des vagues en mètres, la période des vagues, donc c'est une crête toutes les 8 secondes par exemple ici, et la direction des vagues. Donc toutes ces informations sont aussi à interpréter pour permettre d'évaluer l'effet exact de la houle. On trouve aussi sur internet des cartes décrivant l'état et de la hauteur de la mer. Alors il y a des courbes de niveau qui correspondent à, de ce côté là ça fait moins d'1,50 m, et ici la houle est à plus de 1,50 m, ici à plus de 2 mètres, plus de 2,50 m. Donc très certainement il y a un phénomène météo ici qui va générer plus de vent et plus de vagues. Et là on a deux flèches, deux petits vecteurs qui correspondent à le premier vecteur, c'est la mer du vent, c'est-à-dire la mer venant du vent principal qui est ici sur cette zone-là, les alizés par exemple, et un petit vecteur bleu qui correspond à une houle venant d'une dépression qui est beaucoup plus loin, parce que les vagues de grande longueur d'onde peuvent se déplacer très vite. Donc on va avoir une mer qui est croisée, avec une dominante de mer du vent et une petite houle croisée. Si on remonte un petit peu pour voir l'origine de cette mer croisée, on s'aperçoit que au plus on va vers le nord, au plus on a en dominante le vent qui est généré par une tempête sur l'Atlantique par exemple. Et que la mer du vent devient de plus en plus importante quand on s'approche de la zone où le vent est régulier. Donc ces mêmes cartes peuvent aussi permettre d'avoir des prédictions sur le lendemain par exemple, donc 24 heures après, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de mer. Ici les flèches représentent la direction moyenne de la houle, et donc un petit peu plus difficile à interpréter. On peut aussi trouver sur internet des photos qui peuvent permettre d'envisager de voir l'évolution de la houle. Par exemple sur des effets locaux au niveau d'une pointe, la houle qui fait le tour autour d'une pointe, ça c'est des choses qui sont assez intéressantes à comprendre et à modéliser. Et la hauteur des vagues est aussi mesurée directement par les satellites. Ces images, certaines de ces images sont directement téléchargeables sur internet, et ça peut être intéressant de consulter ça avant d'ouvrir une baignade par exemple. L'outil numéro 1 pour ouvrir une baignade et puis savoir quel drapeau on va mettre, c'est déjà de regarder un petit peu ce qui se passe sur le site, mais aussi de voir l'évolution de la houle sur le houlographe. Là on est carrément dans une période où il n'y a pas de vagues du tout. Mais on voit aussi les périodes avec les plus gros trains de vagues, et si on voit une houle qui augmente et puis qui va dépasser ce qui est acceptable, il va falloir prendre les mesures. L'avantage c'est que toutes les heures c'est remis à jour, même toutes les demi-heures, voire toutes les 20 minutes. Et ça permet de modéliser vraiment la houle. Alors il faut quand même tenir compte de la position de ce qu'on appelle le houlographe, qui en général est situé assez au large, et donc il y a au moins une bonne heure, 1h30 d'avance par rapport à l'arrivée d'un gros train de houle par exemple. Donc l'avantage de ces données du houlographe, c'est qu'on a la hauteur moyenne, la hauteur maximum, la période et la période maximale, et la direction caractéristique donc de la houle dominante. Et ces mêmes schémas peuvent exister pour une période de 24 heures. Alors pour ce qui est des baignades, les baignades ça se passe en général au bord, c'est pas au large, donc c'est l'endroit où vont déferler les vagues. Un paramètre super important par rapport à une plage et par rapport à sa dangerosité, ça va être la pente de la plage. C'est-à-dire quelle est la distance pour avoir un certain fond. Si la pente est très raide, il va y avoir un déferlement très brutal, on appelle ça du shore break, et avec des vagues qui sont dangereuses sur le bord, avec des traumatismes possibles. Ce courant sous-marin, entre guillemets, il ne va pas loin, de toute façon, mais la vague va être obligée de lutter contre le retour de l'eau de la vague précédente, et ça va augmenter le système de déferlement. Si la plage est en profil très très doux, et bien ça va déferler beaucoup plus au large avec des grands trains de mousse qui peuvent poser des problèmes déjà pour voir les baigneurs, et puis
et puis de toute façon ça déferle, donc de toute façon les baigneurs vont quand même pouvoir être en difficulté. Mais ça sera moins traumatisant par une exposition au fait d'être écrasé contre le fond ou d'avoir des problèmes de traumatisme direct. Donc les vagues en déferlant ont tendance à monter sur le bord, et ensuite l'eau va avoir tendance à revenir vers la mer. Ça ne se fait pas en aller-retour direct parce que ça serait trop simple. Souvent la houle est inclinée par rapport à la côte, et donc il va y avoir des systèmes de marmites qui vont se creuser avec des bancs de sable qui vont se créer et qui vont faire que la plage elle va jamais être complètement en ligne droite. Il y aura toujours des sinusoïdes sur la plage. Une plage c'est un phénomène mouvant, hein, ça va bouger énormément. Donc trois types de déferlements glissants sur des plages en pente douce, donc avec des mousses qui viennent de très loin et qui finissent par devenir de plus en plus petites au bord. Ça peut quand même générer des courants, notamment si les vagues sont orientées latéralement par rapport à la côte. Hein. Plongeant, donc là c'est un peu le plaisir des surfeurs parce que ça va donner des tubes, mais ça devient un petit peu plus violent parce que la pente est un peu plus forte. Et ici c'est le shore break, hein, c'est sur une plage très inclinée où ça va déferler sur les quelques premiers mètres avec une grande violence. Donc chacun de ces types de déferlement pose des problèmes de sécurité, on va dire spécifiques, différents. Il est difficile de nager et de respirer dans la mousse, c'est pas porteur, c'est très fortement agité. Et puis il va y avoir des déferlements au fur et à mesure que la profondeur diminue, les vagues vont changer de profil. Le déferlement au large et déferlante du large sont un autre phénomène. Donc le shore break, dangereux, hein, une vague qui déferle de manière très brutale sur les quelques derniers mètres de la mer. Ça génère une langue d'eau qui va monter et qui va redescendre avec une assez grande vitesse. On peut, si on est dans une position assez proche de la vague, se faire faucher par ce retour de l'eau qui a un courant très très fort et se retrouver entraîné sur le point de déferlement. Et pour un mauvais nageur, ça peut être très très embêtant si les vagues sont grosses. Alors les gens appellent là ça une lame de fond. En fait, c'est simplement le retour de l'eau qui va entraîner vers le fond, oui, vers le large, le baigneur. Donc ce sont des situations qui sont accidentogènes, avec des traumatismes possibles, un périmètre de baignade qui doit être très très petit, difficile de surveiller parce que une personne est peut-être là mais on a du mal à la voir, et donc pas mal de problèmes de sécurité et de noyade sur ce type de plage. Donc là on est typiquement dans un shore break où on n'a pas trop envie d'aller dans l'eau, éventuellement en plongeant très rapidement pour passer à travers, mais il ne faut pas se rater. Et puis le retour, notamment en remorquant une victime, peut être très très problématique, c'est pas évident. Dans certains cas, si vraiment on est en fanion rouge et qu'on a une surveillance et qu'on n'a pas réussi à empêcher une personne de se mettre en difficulté, d'empêcher d'aller se baigner, ce sera peut-être l'hélitroyage qui sera la solution pour revenir sans traumatisme. La sortie d'une embarcation de sauvetage est aussi très difficile sur ce genre de configuration, à moins d'avoir un quai ou un espace abrité un peu plus loin et puis de pouvoir sortir pour aller aider une personne au large. Une personne qui est en difficulté au large n'est pas certaine de revenir. Il faut remarquer d'ailleurs que peut-être que le fait de maintenir la personne au large en attendant un autre moyen de secours, ça peut être la meilleure solution. Essayer de revenir, ça peut être dangereux.